La montée? Ouais, se bon, oui, così intanto aiuto qualcun altro magari, non so. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Et commençons directement. Le hasard est hypnotique. Ne regardez pas trop longtemps cette composition, sinon vous allez la voir tourner. C'est une illusion d'optique. Comme il existe des illusions de logique. Et nous allons en rencontrer quelques-unes. Mais avant d'aller à leur rencontre, je voudrais commencer par vous présenter cet ouvrage. Qui est la plus intelligente et la plus plaisante introduction à notre sujet. C'est une bande dessinée dans laquelle l'auteur, mathématicien de renom, il y a même un théorème mathématique qui porte son nom, y est en personne mis en situation. C'est lui, Ivar Ekland. Dialoguant tout au long de cette roborative bande dessinée avec Étienne Lecroart, le dessinateur, qui, en se dessinant lui-même, en se représentant lui-même, en quelque sorte, nous représente, nous, les lecteurs et les lectrices. Voilà une page de cette bande dessinée. Cette séquence du dé qui se casse reprend un épisode de la saga du roi de Norvège, Olaf Haraldsson, que Ivar Ekland a placé en ouverture de chacun des chapitres de son livre. Et cette histoire raconte le fait que la ville de Hising était sur la frontière entre la Norvège et la Suède. Et donc un jour, les deux souverains disent non, plutôt que de tuer des jeunes gens à faire la guerre pour savoir à qui appartient cette ville, on va la jouer au dé. Et le roi de Suède lance les dés et il fait double 6. Et il dit au roi de Norvège, c'est peut-être pas la peine que tu joues. Le roi de Norvège dit, on va bien voir. Et il lance les dés et il fait double 6. Ah, match nul, il faut recommencer. Le roi de Suède lance les dés et il refait double 6. Donc il dit au roi de Norvège, tu vois là, tu peux pas faire mieux, c'est pas possible. Le roi de Norvège dit, on va voir. Il lance les dés et il les lance un peu fort. Les dés tombent et le dé se casse. Un des deux dés se casse juste sur un point. Il n'a pas fait double 6, il a fait 6 et 7. Et c'est depuis ce jour que la ville de Hising appartient à la Norvège. Or, cette propension du hasard à se manifester comme un surgissement imprévu à l'extérieur du cadre dans lequel on croyait le limiter est sans doute une des raisons pour lesquelles il constitue un sujet aussi fascinant qu'irritant. En fait, le hasard est la plus familière de nos inconnus. Pourtant, dès que l'on s'en approche, dès qu'on essaye d'y penser de manière
tant soit peu réfléchi. Tout se brouille. Comme si notre intelligence se trouvait confrontée à une sorte de trou noir, un abîme, sans fond ni loi, avalant toute pensée, dissolvant toute logique. L'attitude à l'égard du hasard ne semble se plier à aucune perspective raisonnable. Oscillant entre les corniches contradictoires de l'acceptation béate d'un côté et du refus crispé de l'autre. Or, il s'agit là de deux positions plus paradoxales qu'antagonistes, car l'une comme l'autre se fondent sur la même dénégation. Ceux qui croient au hasard le font au nom d'un mystérieux ordre sous-jacent ne relevant pas de la causalité cartésienne. Ceux qui refusent d'y croire le font au nom d'un ordre inconnu parce que non encore exploré par la même réalité cartésienne. Est-ce qu'il en est de même en Chine ? Descartes est très connu et très apprécié en Chine, même si son nom est un peu difficile à écrire en idéogramme. Leinei Dikar. Il y a des syllabes qui manquent dans la langue chinoise qui rendent l'écriture de certains noms étrangers difficile. Mais en Chine aussi, le hasard est très présent. Et qu'on y ait recours lorsqu'on interroge le I Ching ne pose aux Chinois aucun problème, autant au niveau de la rationalité qu'à celui de la modernité. Pourtant, c'est justement cet usage du hasard dans la procédure d'interrogation individuelle du I Ching qui est responsable du rejet dans lequel est encore largement tenu en Occident le classique chinois du changement. Il est cependant curieux de constater que, depuis l'invention de la sinologie européenne, personne ne se soit posé la question de savoir comment il était possible qu'une civilisation dont la durée et l'efficacité attestent un certain sérieux ait pu fonder sa rationalité sur un ouvrage dont la consultation relève de l'aléatoire. Ce que vous voyez à gauche de l'écran, c'est un livre édité par les éditions de l'Université de Pékin. Ce n'est pas n'importe quoi. Et vous voyez que son titre, ce qui est écrit en gros caractères vertical, « Étudier le I Ching, réussir son management ». Et ce qui est écrit en petits caractères horizontaux noirs, « Sans lire le I Ching, on ne peut pas intégrer la sagesse chinoise du management. Sans comprendre les principes du livre des changements, on ne peut assumer pleinement un poste de dirigeant d'une entreprise de très haut niveau. » Peut-être cette incompréhension tient-elle au fait que les mots nous trompent et que lorsque nous parlons du hasard et de sa place dans l'usage du I Ching, il ne s'agisse
ni de la même rationalité, ni non plus de la même perception du hasard que celle qu'en a l'esprit chinois. Mais justement, avant de s'intéresser aux idéogrammes qui écrivent ce que nous nommons hasard, je vous propose de jeter un coup d'œil ensemble sur la curieuse histoire de l'apparition de ce mot dans les langues européennes. Voilà à quoi pouvait ressembler son lieu de naissance. Non, je ne me suis pas trompé de diapositive, c'est bien celle que je voulais. Hazard est un mot arabe. Sans doute entretient-il un fort rapport avec les jeux de dés, qui est resté une de ses significations en arabe moderne. Mais son arrivée dans les langues chrétiennes remonte aux croisades. Et elle possède une particularité assez rare. Elle peut être datée à l'année près. Vous savez, dans les livres d'étymologie, on vous dit « apparaît vers la fin du XVe siècle » ou la fin du XIIe siècle, parce que c'est la première fois qu'on en a une trace écrite. Eh bien, mais peut-être qu'il existait avant, on ne peut pas le savoir, parce qu'il n'était que parlé. Hasard surgit pour la première fois en 1184, juste avant la troisième croisade, dans un livre écrit par Guillaume de Tyr, archevêque et diplomate en Palestine, qui a écrit un livre qui s'appelle Historia rerum in partibus transmarini gestarum, Histoire des hauts faits et gestes dans les régions ultramarines. Et dans cet ouvrage, Guillaume de Tyr raconte qu'un jour, près d'Alep, en Syrie, fut pris, après un siège de quelques semaines, le château de Hazard. Aujourd'hui, ce château n'existe plus, mais tout porte à croire qu'il devait ressembler au crack des chevaliers hospitaliers qui défendaient la route d'Antioche. Mais que s'est-il donc passé de si extraordinaire à l'intérieur du château de Hazard? Guillaume de Tyr, dans son récit, rapporte deux détails. Le premier, le château de Hazard a été pris à l'issue de 5 semaines de siège. Le second, à la fin des combats, des prisonniers musulmans ont appris aux chevaliers chrétiens un nouveau jeu de dés. Alors vous avez vu, rien ne colle dans cette histoire. Ces deux détails sont des non-informations. Prendre un château après 5 semaines de siège, c'était la norme à l'époque. Jouer au dé avec les prisonniers, mais il n'y a rien de plus banal. On joue au dé depuis des millénaires sur les rives de la Méditerranée. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le château de Hazard pour que son nom s'introduise dans les langues chrétiennes? Clément Rosset, qui rapporte cette anecdote dans son ouvrage « La logique du pire », sous-titre « Éléments pour une philosophie tragique », propose une réponse stimulante. Il imagine que la découverte de ce jeu a dû être l'occasion d'une prise de conscience analogue à ce que Freud appelle l'expérience de la terreur. L'expérience de la terreur, vous savez, c'est ce glissement propre au cauchemar, quand, subrepticement,
l'endroit le plus familier devient le lieu du pire étrange. Le lieu du plus familier, mais quoi de plus familier en effet qu'un jeu de dés? Même les enfants en sont friands. Un tableau de Murillo. Aussi, les chevaliers chrétiens ont-ils dû être ravis d'en découvrir un nouveau? Mais au cours de la partie, une question terrible a surgi. Les Grecs et les Romains ont toujours pensé que le hasard n'était pas aléatoire, mais qu'il était la manifestation des arrêtés des puissances divines, et particulièrement de l'une d'entre elles, la déesse Fortuna. Vous la connaissez. Elle deviendra très célèbre dans le Moyen-Âge chrétien, comme étant celle qui fait tourner sa roue, l'arrêtant quand bon lui semble. Elle deviendra même une des cartes du tarot de Marseille. Arrêter le cours normal des choses, cet antique privilège divin, le Dieu des chrétiens en sera investi à son tour. Par exemple, lorsque les juridictions étaient incapables de régler des différends entre deux personnes, les parlements médiévaux ordonnaient des duels judiciaires. On les pratiquera en France jusqu'en 1368. L'idée des duels judiciaires était simple. On prenait les deux personnes qui n'étaient pas d'accord, on les mettait dans un champ clos, on leur donnait à chacun un bouclier et une épée, et Dieu, forcément, donnait la victoire à l'innocent qui la méritait. C'est ainsi qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'innocents costauds et de coupables chétifs. Et ce duel judiciaire qui, en 1409, opposa le maréchal von Domsberg au chevalier de Haschnecker sur la place du marché aux vins d'Augsbourg, fut, comme en témoigne cette eau-forte de l'époque, fort apprécié de la population. Dans l'univers mental médiéval, tout effet a une cause. Le système est rond, comme une coupole d'église romane. Chaque pierre s'appuie sur la précédente, avec en clé de voûte un Dieu omniprésent, cause de toutes les causes. Alors, dans un tel univers, le hasard n'existait pas, ni l'idée, ni le mot. Dieu s'occupait de tout, de toutes les confrontations individuelles, qu'elles soient judiciaires, mais même aussi ludiques. Par exemple, quand deux compères jouaient aux dés, c'est Dieu qui arrêtait les dés pour favoriser Jehan ou Gautier. Je vous dis, à l'époque du Moyen-Âge, Dieu, c'était un boulot de tous les instants. Alors, comme nous le fait remarquer Clément Rosset, on peut concevoir la terreur qui a dû saisir les chevaliers chrétiens quand, dans la cour du château de Hazard, surgit dans leurs esprits cette horrible question: qui arrête les dés quand ce sont les prisonniers musulmans qui les lancent? Ce n'est quand même pas leur Dieu, puisque c'est un faux Dieu. Ce n'est quand même pas le nôtre, le vrai Dieu, qui va s'occuper de ces mécréants. Et pourtant, les dés s'arrêtent quand même quand les musulmans les lancent. Il y aurait donc des effets soustraits à la volonté du Dieu chrétien.
Voilà comment la ronde représentation médiévale de l'univers a commencé à se fissurer. Avec cette terrifiante prise de conscience, il peut exister des effets sans cause. L'idée de hasard était née. Elle gardera dans son nom le souvenir du château oublié de son origine et dans le jeu de dés, une métaphore qui lui sert toujours d'emblème. Avec la Renaissance, l'idée de hasard s'acclimatera en Europe, favorisant au passage l'éclosion de l'esprit scientifique, en substituant à l'idée de loi divine l'idée de loi de la nature. Parce que la nature est, comme Dieu, toute puissante. Elle détermine tout par avance, selon ses lois propres. Mais à la différence de Dieu, la nature n'est pas insondable. Et donc, apparaît alors l'idée que dès lors que les lois de la nature seront connues, le futur pourra être prédit et le hasard vaincu. Commence alors une perspective nouvelle, avec Copernic et Galilée, qui mettront un peu d'ordre dans l'errance des planètes dans le ciel. Planète vient d'un mot grec, planein, qui signifie errer. Et puis le rationalisme assoira sa position en créant une catégorie artificielle, l'irrationnel, dans lequel sera rangé tout ce qui lui est rebelle, la foi, la magie et le hasard. Et Pascal, mathématicien mystique, inventeur de la calculette, sera crédité d'avoir vaincu le hasard avec son élégante réponse au problème du jeu de cartes interrompu que lui avait posé le chevalier de Méré. Alors qu'en fait, Pascal n'a juste fait que contourner le hasard. D'autres après lui tomberont dans le même piège. Mais après lui, Kepler et Newton assureront le triomphe du déterminisme avec la loi des orbites, réduisant le cours des planètes à des équations mathématiques simples et la mesure de la gravité terrestre. Et au fil du temps, au long du siècle des Lumières, et plus particulièrement pendant le XIXe siècle, le rejet du hasard ira en se confirmant. Et il sera finalement considéré comme un reliquat des âges prélogiques. Et on le comparera à ces îlots de résistance au progrès, comme ces indigènes qui s'opposent à l'arrivée bienfaitrice et désintéressée des Européens. Sur le terrain des idées, des domaines entiers, naguère encore sous le contrôle du hasard, vont progressivement passer sous le contrôle du déterminisme. Par exemple, le continent noir du monde infrapsychique, d'où sortaient sans rime ni raison rêves, lapsus et fantasmes, sera grâce à Freud, que l'on voit ici avec son épouse, organisé en instances précises, régies par d'explicites relations de cause à effet. En passant, vous avez certainement remarqué que le leitmotiv de quelqu'un qui découvre la psychanalyse, qui commence une psychanalyse, commence une phrase sur deux par « tu sais, c'est pas par hasard si... » etc., etc., etc. L'histoire aussi deviendra raisonnable
avec les travaux de Marx. Ce ne sont plus ni le sort des batailles, ni les héros providentiels qui la régentent, mais l'organisation des rapports de production. Même si le mode de production asiatique de la Chine a posé quelques difficultés à la théorie générale. Et à cette époque, de même qu'on s'imaginait la physique achevée, de même qu'on prévoyait la disparition du hasard et son rangement au musée des archaïsmes, étrangement, c'est d'une réflexion scientifique que le retournement allait venir. En même temps qu'on assignait des lois naturelles à l'histoire, on s'aperçut qu'il fallait aussi assigner une histoire aux sciences naturelles. C'est la bombe de l'évolutionnisme dégoupillé par Darwin. Albert Jacquard, dans son ouvrage « Moi et les autres, introduction à la génétique » paru en 1983, fait remarquer que lorsqu'une théorie scientifique pénètre rapidement dans une société, c'est qu'elle répond aussi à des questions non scientifiques. Le darwinisme a rencontré de fortes oppositions, notamment religieuses, mais il eut un grand succès dans l'opinion parce qu'il apportait une réponse confortable au problème moral posé par le colonialisme. Grâce à Darwin, les peuples de race blanche n'ont plus à se culpabiliser de mettre en coupe réglée les autres peuples de la Terre, dès lors que cette théorie assure que leur action fait partie de la sélection naturelle et qu'il s'agit d'un processus profitable à l'espèce humaine tout entière. Mais l'effet tranquillisant pour les peuples européens de l'utilité générale de la théorie de la sélection naturelle va buter sur une question subsidiaire, mais importante. Quelle est la dynamique qui allonge le cou des girafes? Autrement dit, comment fonctionne le moteur de la sélection naturelle? C'est le hasard, dira dès 1860 un petit moine catholique autrichien amateur de petits pois, Georg Mendel. Mais il faudra attendre plus de 50 ans avant que l'aléatoire du fonctionnement génétique découvert par Mendel ne soit reconnu. Il faut dire que la pilule est dure à avaler. Même un grand esprit comme Einstein, le dernier des grands savants de l'âge classique, ne pouvait se départir de la conviction que la réalité est totalement déterminée par les lois naturelles et que le hasard n'est qu'un cache-misère jeté sur notre ignorance. Je ne puis admettre que Dieu puisse jouer au dé, disait Einstein ce soir-là à Niels Bohr, qui lui aurait vertement répondu « Einstein, arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire ». Ce dialogue est rapporté par Paul Ehrenfest, auteur de cette photo. Et remarquant à ce propos qu'une autre citation d'Einstein à propos du hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, bien que très répandue et d'origine très incertaine. En fait, il apparaît aujourd'hui qu'Einstein prenait le problème à l'envers. Ce n'est pas Dieu qui joue au hasard, c'est le hasard qui joue à Dieu.
la formation de l'univers exige que la matière s'abandonne au jeu du hasard, disait Hubert Reeves en 2014, et il ajoutait « Par un extraordinaire retournement, le hasard devient l'agent même de l'organisation de l'univers à chaque niveau de mutation. » Et Edgar Morin, dans son livre « Introduction à la pensée complexe », n'y va pas par quatre chemins, posant que l'irréductibilité et l'ampleur du hasard sont la grande découverte de la pensée contemporaine. Et il développe en disant « L'origine de la vie ne peut être conçue sans rencontre aléatoire. Toute mutation génétique comporte une intervention du hasard. Tout être vivant est un générateur de hasard, traitant de l'aléatoire, les événements, et générant du hasard, les décisions. Toute organisation sexuelle comporte et utilise le hasard qui apporte à chaque individu sa singularité génétique. Toute stratégie immunologique, par exemple, utilise et produit de l'aléa. Toute activité neurocérébrale comporte constitutivement du hasard, établissant des liaisons synaptiques, des associations, et chez les êtres humains, les rêves, l'imagination, l'invention, la liberté et la créativité sont inconcevables sans aptitude à utiliser le hasard. Et Edgar Morin, qui a eu 100 ans il y a 2 ans, ajoute « Tous les futurologues du XXe siècle qui prédisaient l'avenir en transportant sur le futur les courants traversant le présent se sont effondrés. Pourtant, on continue à prédire 2025 et 2050, alors qu'on est incapable de comprendre 2023. L'expérience des irruptions de l'imprévu dans l'histoire n'a guère pénétré les consciences. L'arrivée d'un imprévisible était prévisible, mais pas sa nature. D'où, ajoute Edgar Morin, ma maxime permanente, « Attends-toi à l'inattendu ». La pandémie de Covid ne peut que lui donner raison. Mais alors, pour réfléchir sur ce que nous appelons hasard, le nom d'un château fort du temps des croisades convient-il encore ? Est-ce que l'habitude que nous avons d'associer le mot hasard avec pagaille, voire anarchie, ne nous empêcherait-il pas de réfléchir sur ce qu'il recouvre ? Il suffit pour s'en rendre compte d'essayer de fabriquer soi-même du hasard. On s'aperçoit alors que le hasard, comme le désordre, c'est ce qu'il y a de plus difficile à fabriquer artificiellement. Est-ce que vous avez remarqué qu'au cinéma ou au théâtre, les décors représentant des pièces en désordre ont toujours quelque chose d'artificiel, d'apprêté. Donc, je vous propose de faire ensemble un petit exercice pratique. Imaginons que pour décorer cette salle de frissons, on décide de placer tout autour des murs une frise constituée par une suite parfaitement aléatoire de nombres à un chiffre. Alors, c'est pas compliqué, un ordinateur est programmé en conséquence et l'imprimante commence à produire tranquillement une suite aléatoire continue de nombres à un chiffre. Tout va bien, on laisse l'ordinateur travailler et on va prendre un café au distributeur. Et voilà. Et pof, quand on revient, on voit sortir ça de l'imprimante. Merde, le programme a bugué. Il faut donc enlever cette séquence de notre frise aléatoire. En fait, c'est notre mental qui est tombé en panne. Il a été piégé par notre familiarité avec la suite naturelle des nombres à un chiffre.
Et donc notre premier réflexe est de vouloir l'éliminer, car son ordonnancement fait tache dans l'idée que nous nous faisons d'une frise aléatoire. Formés au déterminisme par nos maîtres grecs, nous pensons qu'une absence d'ordre doit être rigoureuse, car l'apparition de la moindre trace d'organisation fait disparaître son caractère purement aléatoire. Ce réflexe qui nous apparaît légitime est en fait une illusion du cerveau, comme il y a des illusions d'optique, à l'image du triangle de Roger Penrose. Mais l'ennui avec les illusions logiques, c'est qu'elles ont l'apparence de la vérité, alors qu'elles n'en sont qu'une perception biaisée. La règle de production d'une série aléatoire est que, après chaque élément, n'importe quel autre élément peut survenir. Donc, dans notre frise décorative, après le 1, le 2 a autant le droit de prendre place que le 8 ou le 4. Et pourtant, la présence du 3 après le 2 et du 4 après le 3 nous chagrine. Et nous n'avons de cesse que de supprimer cette séquence qui dégrade la qualité aléatoire de notre frise décorative. Or, en lui interdisant de figurer dans notre frise, nous arrangeons le hasard. En fait, nous y introduisons de l'ordre pour qu'il ressemble à l'idée que nous nous faisons de la pureté aléatoire. Alors, pour sortir de ce cercle aussi vicieux que l'escalier de Penrose, peut-être faut-il regarder le problème à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de ne voir dans le hasard qu'une absence de structure, essayez de se demander si une structure ne pourrait pas être considérée comme une particularité du hasard. Pas forcément une panne, comme dans notre frise de tout à l'heure, mais une sorte de création rythmique produite par l'écoulement d'un flux aléatoire, comme par exemple ces tourbillons que l'on voit se former à la surface des cours d'eau. Et que l'on peut voir cette formation comme le résultat d'un processus d'auto-organisation produit par un certain niveau de complexité aléatoire. Alors, percevoir les structures que le hasard agence peut paraître très ambitieux. Pourtant, il suffit pour ça d'avoir un peu de patience et de laisser le hasard jouer avec le temps. En fait, c'est à la portée de n'importe quel joueur de loto. Le loto est une forme de loterie qui consiste à faire sortir 6 boules numérotées parmi un ensemble de 49. Les joueurs cochent à l'avance des numéros sur une grille et les gagnants sont ceux dont la grille correspond au numéro sorti. Par définition, chaque boule a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre, puisqu'elles sont toutes remises en jeu à chaque tirage. Il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis un lecteur assidu du magazine Science et Vie. Voilà la couverture du premier numéro que j'ai eu en main à l'âge de 13 ans. À cette époque-là, on rêvait de voir voler des avions dans l'espace. Excusez la pauvreté du document, il est très très vieux. Or, il se trouve que quelques années plus tard, dans un article paru en 1984, intitulé « Le loto est-il vraiment un jeu de hasard ?» un collaborateur du magazine qui avait recensé et comptabilisé tous les tirages du loto depuis sa création en France en 1976 avait remarqué cela.
Et il disait, l'auteur de l'article, « Dans la pratique, on enregistre d'importantes transgressions à la loi capitale de l'égalité théorique des chances de sortie de chacun des numéros. » Alors, étant donné la taille de l'échantillon considéré, 397 tirages, et donc 2382 sorties, ces écarts sont à prendre en considération, d'autant qu'ils vont un peu à l'encontre d'un célèbre théorème, la loi des grands nombres du grand mathématicien suisse Jacob Bernoulli, qui stipule qu'avec un nombre suffisamment grand d'expérimentations, la fréquence d'un événement tend vers sa probabilité théorique. Cette loi est indiscutable. Elle est aussi tout à fait typique de la manière dont est refoulée l'angoisse générée par le hasard. Dire qu'au bout d'une infinité de lancers de pièces, la probabilité de sortie de pile ou de face se rapprochera toujours plus de 1 sur 2 ne dit rien de la probabilité du lancer suivant. Si on réalise l'expérimentation, il peut y avoir une très longue série de sorties de pile comme de face. Penser les choses ainsi, c'est simplement remplacer un impensable, le hasard, par un autre, l'infini. Et l'auteur de ce roboratif article concluait ses observations avec une remarque de bon sens. Ces transgressions sont tout à fait provisoires et appelées à disparaître à plus ou moins long terme. Mais il les replaçait dans une perspective passionnante. Le loto, jeu officiellement parfaitement aléatoire, ne serait pas tout à fait un jeu de hasard. Avec beaucoup de patience et un peu de flair, un joueur averti saura détecter avant qu'elles ne disparaissent les combinaisons qui, pendant un certain temps, semblent sortir plus souvent qu'à leur tour. Produites par le libre jeu de hasard, ces animaliers, ces grumeaux dans la pureté de l'aléatoire, sont à la fois indiscutables et exaspérants. Leur existence est aussi réelle qu'éphémère. Pour penser ces créatures hasardeuses, il faut prendre en considération le passage du temps. Le loto n'est strictement aléatoire que pour un tirage unique. Il cesse de l'être pour une infinité de tirages. Or, ces deux cas sont l'un comme l'autre une perversion de la durée familière. En considérant non pas les extrêmes mais des périodes réelles de temps, l'auteur n'a pas cherché à théoriser. Il a observé des faits et à la chinoise, il a cherché à en tirer des stratégies plutôt que des théories. Et il a bien vu que lorsqu'on lui laisse libre cours, le hasard produisait des structures. Que celles-ci, bien que n'étant pas cartésiennes, puisqu'elles sont ni stables ni reproductibles, n'en sont pas moins reconnaissables et agissantes au niveau du réel. Par exemple, elles ont interdit, tout au long de l'année 82, au chiffre 43 de sortir. Ce ne sont pas des structures rigides, mais des organisations vivantes, comme si le hasard relevait plus de la biologie que des mathématiques dont on s'est servi longtemps pour le contourner. Étant au cœur du vivant, le hasard est le maître à danser du changement. Comment s'étonner alors qu'il soit au cœur du recours personnel au I Ching ? Pourtant, il en est pour qui l'intervention du hasard dans le recours au I Ching serait une sorte de maladie infantile, presque honteuse, qui entacherait la pureté philosophique du message de sagesse dont le I Ching serait porteur. Alors il est temps de se demander comment l'esprit chinois écrit ce que nous appelons hasard. Certains pensent que le hasard intervient dans le I Ching comme une sorte d'appendice extérieur. Mais en fait, il est au cœur même du recours au hasard. Dans le I Ching, le hasard joue un rôle constitutif fondamental, dépassant largement celui de la pratique individuelle. Il est, dès le début de son histoire, au cœur du processus de standardisation des fissures sur carapace de tortues qui conduiront à l'écriture idéographique chinoise et aux figures linéaires du I Ching. Une aventure intellectuelle et culturelle unique au monde, qui s'étale sur des millénaires en Chine, que je ne peux évoquer ici pour ne pas trop s'éloigner de notre sujet. Finalement, le texte canonique du I Ching est un ensemble écrit
qui ne compte que quelques milliers d'idéogrammes. Et qui tient dans une boîte d'allumettes. La pièce de 1 euro que vous voyez à gauche en témoigne. Zhuyi, c'est le nom chinois du Yiqing. C'est pourquoi l'association pour l'étude et l'usage du Yiqing que j'ai créée s'appelle Zhuyi. Et dans ce tableau de Ma Lin du XIe siècle, représentant Fuxi, héros mythologique à qui fut attribuée une organisation particulière des 8 trigrammes, ce long processus intellectuel est évoqué. Le peintre a représenté à sa gauche, côté yang du corps, donc associé au début, mais à droite sur l'écran, une tortue. Et à droite du personnage, côté yin du corps, associé au couchant, à la matérialisation, l'agencement des trigrammes qui lui est attribué. Or, pour bien comprendre pourquoi l'histoire du I Ching correspond depuis son début à un apprivoisement de l'aléatoire, il faut maintenant s'interroger sur comment l'esprit chinois décrit, c'est-à-dire écrit, le hasard. On dit tirer le Yiqing, mais c'est une sottise, car on ne tire rien quand on consulte le Yiqing. Tirer nous vient des anciens Grecs qui, lorsqu'ils n'arrivaient pas à trancher une question par la délibération démocratique, tiraient d'une urne une pierre. Si elle était blanche, c'était oui, si elle était noire, c'était non. Et l'emploi du verbe « tirer » a été relayé dans notre inconscient par la pratique de tirer à la courte paille, quand il faut décider qui doit porter la culpabilité du groupe. Par exemple, Jonas. Et surtout, quand on consulte le tarot, en tirant une à une les cartes qui représentent notre configuration du moment. Et si on voulait comparer le recours au I Ching à un objet de notre culture, c'est pas à la boule de cristal qu'il faudrait faire appel, car le I Ching ne prédit pas l'avenir, il analyse le présent. Les Chinois ne sont pas des songes creux, ils savent très bien que l'avenir est imprévisible, ce qui ne veut pas dire qu'il soit erratique. Comme les saisons, il suit un déroulement fixe dont l'application est chaque année différente, pour ne pas dire aléatoire. Non, si on voulait comparer le I Ching à un objet de notre culture, c'est le sextant qu'il faudrait choisir. Cet outil de belle intelligence, au maniement d'une simplicité la moins ésotérique qui soit, et qui est tellement efficace pour savoir où on est lorsqu'on a perdu ses repères, comme un marin en pleine mer. Et si l'on voulait lui trouver une correspondance dans la culture chinoise, ne serait-ce pas avec la prise de pouls qui renseigne l'acupuncteur sur la qualité du fonctionnement énergétique des organes de son patient et qui donc, en fonction de cette sorte de radiographie, lui propose une stratégie opératoire avec ses aiguilles. Les Chinois qui n'ont ni tarot ni courte paille ne tirent pas le I Ching. Ils emploient un autre verbe, suan, qui signifie en propre calculer. Le fait mérite d'être signalé. Pour écrire les procédures aléatoires permettant de déterminer laquelle parmi les 64 situations types répertoriées par le I Ching, laquelle est en rapport corrélatif avec la situation particulière que je suis en train de vivre et au sujet de laquelle j'interroge le Yiqing, la langue chinoise emploie le verbe calculer, le verbe qui est pour l'esprit occidental la garantie de la rationalité scientifique. Il y a 2 méthodes pour calculer son hexagramme. L'une d'elles, la plus ancienne, procède avec des partages et des comptages de tiges végétales. Une autre, plus récente, plus rapide, consiste à lancer 3 pièces de monnaie. Mais il nous faut maintenant, pour avancer dans la conception chinoise de ce que nous appelons hasard, nous pencher sur les idéogrammes avec lesquels l'esprit chinois écrit cette notion. Quand on consulte un dictionnaire franco-chinois, à l'article hasard, on trouve différents idéogrammes, et principalement 2. Mais avant de se pencher sur ce que raconte la graphie de ces 2 mots, opérons une simple vérification par aller et retour, en allant voir dans un dictionnaire, cette fois chinois-français, ce qui est dit de la signification de ces 2 caractères. Voilà toutes les significations que peut recouvrir le premier. Oh.
Et voici toutes celles que peut recouvrir le second. Peng. Quelle surprise! Dans l'un comme dans l'autre, le sens de hasard ne se retrouve qu'en fin de liste. Comme si on avait utilisé ces mots pour traduire en chinois une notion étrangère, pour ne pas dire exotique. Alors qu'il n'y ait pas de château syriaque dans l'écriture chinoise du mot hasard, passe encore. Après tout, les Chinois n'avaient pas de contingent militaire intégré à la Troisième Croisade. Mais qu'il n'y ait pas d'idéogramme chinois pour écrire spécifiquement la notion de hasard, voilà qui est déconcertant. Le sens usuel de ces deux caractères, pair, parité, couplage, association, appariement, tournent tous autour de l'idée de mise en relation de deux choses. Ce qui semble aux antipodes de ce qui pour nous définit le hasard comme étant ce qui n'est relié à rien parce que relié à aucune causalité. Le premier des deux, O, est même le nom des nombres pairs, ceux qui, selon la symbolique chinoise, sont par nature les plus favorables pour tout ce qui concerne un couplage, et que pour cela, on doit obligatoirement choisir pour la date d'un mariage. Là où nous ne voyons que contingence, l'idéographie signale une occurrence. Mais comment décrire une occurrence avec de simples dessins? Il faut pour cela regarder d'un peu plus près les éléments avec lesquels sont composés ces deux idéogrammes. Le mot « O » combine le signe général des êtres humains, Ren, avec un caractère, Yu, longtemps lu comme représentant un singe. En fait, il s'agit de la tête d'un revenant, avec en dessous un signe évoquant un piétinement qui, par métonymie, a pris le sens de trace, empreinte, signe visible. Cela fait référence aux anciennes pratiques du culte ancestral, selon l'idée que les ancêtres ne sont pas morts, ils vivent dans l'au-delà. Mais si on leur rend culte au moment approprié, elles ont alors de revenir un court instant parmi leurs descendants et se régaler des mets à prêter en leur honneur. Le mot Peng, lui, est construit en combinant à gauche le signe général de tout ce qui a trait aux pierres, et à droite, bing, un caractère dont le sens actuel est deux ensemble, conjointement, côte à côte, de pair, de front, parallèles, au même niveau. Le signe des pierres sert ici à évoquer les lithophones, ces instruments de musique antique formés de morceaux de jade en forme de chevron suspendus à un cadre de bois qui, selon qu'on les frappe ici ou là, donnaient la note, la tierce ou la quinte, une singularité encore inexpliquée à ce jour. L'évocation de cet instrument est importante, car chaque nouvelle dynastie marquait son avènement par l'établissement d'une gamme qui servait d'étalon de mesure, non seulement pour tous les instruments de musique, mais aussi par dérivation successive pour toutes les unités de longueur et de poids en cours sur les marchés. Donc l'élément commun à ces deux idéogrammes est l'évocation d'une mise en relation temporelle, momentanée et efficace entre deux univers différents. Dans Peng, cette mise en relation se passe entre le visible d'une situation et l'invisible d'une vibration, entre l'accession d'un nouvel ordre politique et la nouvelle gamme sonore qui en résulte et en témoigne. Dans O, ce couplage momentané a lieu entre le monde des vivants et celui des défunts. Or, comme symbole de ce type de mise en relation qui n'a rien d'aléatoire, l'imaginaire chinois a choisi le vol des oiseaux. Messagers du ciel, les oiseaux ont la particularité d'être, parmi toutes les créatures vivantes, celles qui sont le moins soumises aux contingences terrestres. Leur vol semble être totalement libre. Le génie de l'esprit chinois est d'avoir choisi cette totale liberté comme évocation du parfait accord, en remarquant que, puisque un oiseau peut se poser n'importe où bon lui semble,
il se pose toujours là où il doit. Si c'est ici plutôt que là, c'est parce qu'ici plutôt que là, son couplage avec l'ensemble de la situation est à ce moment-là optimal. À l'exception des vols en formation des oiseaux migrateurs, les cabrioles aériennes des nuées d'oiseaux nous apparaissent relever de l'irrationnel, en tout cas de l'imprévisible. Pour l'esprit chinois, ce sont des maîtres à agir. En fait, c'est en tout cas ce que pensait Confucius. Dans la Grande Étude, un texte classique confucéen attribué à Zhengzhi, le seul disciple de Confucius à recevoir dans les entretiens le titre de maître, généralement attribué à Confucius lui-même, et que l'on voit dans cette image à gauche, reçue en audience par Confucius lui-même. Dans la Grande Étude, on lit cette phrase étonnante. « En pépiant, le loriot jaune se pose au sommet de la colline. » C'est un extrait d'un des poèmes du livre des Odes, un des 5 grands classiques de l'Antiquité que Confucius connaissait par cœur. Et le texte de la Grande Étude se poursuit par un commentaire de ce passage, attribué à Confucius lui-même, qui dit « Lorsqu'il se pose, l'oiseau sait à quel endroit il s'arrête. » Et le maître ajoute « Se pourrait-il que les humains en sachent moins que cet oiseau ?» Et le père Lard, qui rapporte ce passage dans son magnifique livre sur les Chinois, de conclure en disant « Le rôle des rites est d'enseigner aux humains ce que les oiseaux savent naturellement, c'est-à-dire avoir l'attitude juste au moment opportun. » Et c'est justement le rôle du I Ching, à ceci près que le classique des changements pousse le raffinement jusqu'à utiliser le hasard pour nous aider à y parvenir. On comprend mieux alors pourquoi les Confucéens ont toujours tenu le I Ching en si haute estime. Son usage en réponse à un questionnement précis sur un comportement à avoir en telles circonstances offrait à chacun une proposition d'attitude permettant en toutes circonstances de savoir se tenir, comme le loriot qui se pose toujours là où il doit. Interroger le I Ching n'est en rien démissionner de la raison, comme si on jouait ses actes à pile ou face, c'est au contraire un moyen de se positionner à sa juste place entre ciel et terre. Et donc, du point de vue confucéen, le recours au I Ching est l'acte moral par excellence, et l'utilisation du hasard, la garantie de son adéquation. Mais revenons sur le loriot jaune, ce petit oiseau furtif que l'esprit chinois a chargé de représenter ce que nous appelons le hasard. Dans la Grande Étude, vous avez remarqué, il n'est pas décrit en plein vol. Non. Il est saisi juste au moment où il se pose. Or, en Occident, quand on veut évoquer le hasard, l'image qui nous vient tout de suite à l'esprit est celle d'une pièce ou d'un dé qui est en train de tournoyer en l'air. Or, c'est une image qui tronque la réalité. Une pièce ne peut pas rester éternellement en train de tournoyer en l'air. Notre impossibilité à penser le hasard nous a conduits à le représenter sous la forme de quelque chose d'impossible. John Cage est un musicien contemporain qui a beaucoup travaillé avec le I Ching et le hasard. Et une de ses pièces symphoniques s'appelle d'ailleurs « Changes ». Et il disait volontiers « Une pièce jetée en l'air retombe toujours dans un réseau ». C'est assez proche de ce que pense l'esprit chinois.
Car là où nous avons choisi comme symbole du hasard une pièce ou un dé, en tout cas un objet inanimé, relié à rien parce que relié à aucune causalité, les Chinois ont préféré un animal vivant. Ces petits oiseaux jaunes et pillards qui se posent avec élégante légèreté exactement à l'endroit où il doit. Il convient mieux, pour le meilleur équilibre de l'ensemble de la situation, juste comme le peson d'une balance donne avec exactitude la mesure d'un poids. Mais attention, pas la balance à fléaux horizontaux, celle avec laquelle nous avons l'habitude de personnaliser la justice. Non, cette balance-là, que par méprise nous appelons romaine, alors que les Romains ne l'ont jamais utilisée. Ce sont les Chinois qui l'ont inventée, et les Arabes qui nous l'ont transmise. Simplement parce que les marchands arabes, quand ils ont vu cette balance qui ne nécessitait aucune table horizontale pour peser les choses, quand vous êtes caravanier sur la route de la soie, c'est génial. Donc ils ont tout de suite adopté cette balance chinoise, simplement ils ont donné au peson la forme d'une grenade, qui se prononce en arabe « rouman ». Aussi, quand les chevaliers chrétiens ont vu les marchands arabes peser avec ça, ils ont dit « c'est quoi votre truc ?» Et les autres ont répondu « c'est la balance rouman ». Quoi ? Tu veux dire romaine ? Non. Mais quel peut être le rapport entre le hasard et cette balance que les Chinois utilisent quotidiennement sur les marchés ? C'est un autre oiseau qui lui aussi se pose juste là où il doit, qui va nous l'enseigner. Chuan. Le sens d'origine de cet idéogramme désignait le poids que l'on déplace sur le fléau de la balance chinoise pour déterminer le poids de ce qu'on pèse. L'idéogramme est formé à gauche du signe du bois. Alors c'est amusant parce que ce signe se retrouve actuellement dans des tas d'objets qui sont plus du tout en bois et en métal. Par exemple, il se trouve dans le signe avion. Bon. Et à droite d'un ensemble complexe qui désigne la chouette. Pourquoi cet idéogramme désigne-t-il la chouette ? Ben, tout simplement parce qu'il la représente. En haut, les aigrettes. En dessous, ces deux yeux ronds. Et enfin, en dessous, le signe général des oiseaux à queue courte. Parce qu'il y a deux mots pour dire oiseau en chinois. Les oiseaux à queue courte et les oiseaux à queue longue. Et la chouette que nous venons de voir écrite au pinceau se retrouve, combinée avec le verbe voir, dans l'idéogramme qui nomme le 20e hexagramme du I Ching, regarder. C'est-à-dire percevoir sans œillère la situation à laquelle on est confronté, de façon à en sous-peser la configuration afin d'y adopter la stratégie la plus appropriée. Alors, au cours de l'histoire, cet idéogramme a pris différentes significations. À partir de cette aptitude à peser et apprécier les circonstances, et puis sous l'influence des penseurs légistes, qui à l'orée de l'Empire prêchaient que la loi devait être au service du pouvoir et non de la justice. Une théorie politique qui semble être assez en vogue à l'heure actuelle en Chine. Le mot chuan a commencé à prendre le sens de pouvoir, autorité, sens qu'il garde encore aujourd'hui, même si la simplification de sa graphie a fait disparaître la chouette. Et le grand sinologue suisse Jean-François Beiter souligne qu'il est remarquable que le mot chuan, qui signifie à l'origine le poids de la balance que l'on déplace le long d'un bras gradué, ait servi dans les temps anciens à désigner le pouvoir. Celui-ci étant conçu comme une capacité à rééquilibrer. Ce n'est pas seulement dans leur politique que l'ont utilisé les empereurs chinois.
diviser pour régner. Ils l'ont fait d'une manière constante à l'intérieur, chaque fois qu'il s'est formé une puissance assez forte pour résister à leurs manœuvres. Ils l'ont brisé par la violence. Mais revenons à ce petit Loriot. Il semblerait qu'à l'inverse des chrétiens, le hasard n'ait pas été pour les Chinois un sujet de terreur. Non seulement ils y voient un moteur efficace pour réaliser un couplage entre une personne qui interroge le Yi-King et les différentes stratégies que propose le livre des changements, mais on pourrait même aller jusqu'à dire que le génie chinois a, avec le I Ching, réussi à rendre compte d'une des actions les plus subtiles du hasard, la production de structures éphémères et pourtant existantes et repérables à qui a l'œil ouvert. Le loto nous en a montré un exemple probant de ces structures aussi éphémères que réelles que crée le hasard quand on lui laisse libre cours, structures qui modèlent les cours d'eau, qui nous en montrent chaque jour la réalité visible. Hasard et mutation sont les moteurs de l'évolution, clamait Georg Mendel dans le désert de son époque. Comme il aurait apprécié de savoir que ce sont justement les deux vecteurs du I Ching. Mais nous ne pouvons vraiment nous ouvrir au I Ching qu'en nous interrogeant sur ce que nous rejetons à cause de notre idée du hasard. L'antinomique entre le hasard et la nécessité. Ivar Ekland n'a pas oublié d'y faire allusion dans sa bande dessinée. Cette perspective n'a pas encore produit tous les résultats espérés. Mais sans doute est-ce parce que le problème est mal placé. Chercher un rapprochement isomorphique entre le classique des changements et un système par définition fixé, même si le hasard s'en mêle, n'est peut-être pas possible. Mais replacer le I Ching dans une perspective plus souple semble une piste prometteuse. La rationalité à l'œuvre dans le I Ching pourrait être vue comme une sorte de biologique qui, loin de s'opposer à la causalité cartésienne et au réductionnisme scientifique, permettrait au contraire de les enrichir de souplesse aléatoire et de causalité circulaire. Il n'y a pas que la génétique qui pourrait en être stimulée. Il y a aussi toutes les sciences traitant des rapports entre les êtres humains et leur environnement, et en particulier celle que proposait dès 1972 Gregory Bateson dans son livre « Vers une écologie de l'esprit ». Et également dans leur rapport entre êtres humains. Gregory Bateson ne connaissait ni le chinois ni le I Ching, mais il a engendré toute une théorie de la thérapie systémique, l'école de Palo Alto, dont de plus en plus de pratiquants s'aperçoivent aujourd'hui que son ressort fondamental est le même que celui qui anime le système yin-yang, à savoir tout ce qui parvient à son extrême se transforme en son compère. Et cette identité de fonctionnement entre un vieux livre chinois et une toute récente approche thérapeutique occidentale nous permettent d'entrevoir ce que le grand sinologue Léon van der Merch, récemment décédé, appelait dans son dernier ouvrage la rationalité divinatoire. C'est gonflé quand même.
Rationalité divinatoire qui fonde l'emploi du hasard dans le recours au I Ching. Peut-être même Fuxi, le héros mythologique du I Ching, ne le savait pas. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que les hexagrammes sont plus que de simples figures linéaires. Tracés dans un ordre précis et obligatoire, comme les idéogrammes, ils en ont la vertu méconnue, à savoir, par leur simple écriture, attirer ce qu'ils désignent. Ce genre d'objet que le hasard permet de détecter, la physique contemporaine classique les appelle des attracteurs étranges, des structures immatérielles qui mystifient le loto et organisent temporairement les filets des cours d'eau ou les orbites des planètes. On ne peut pas dire mieux. Ne commencez pas par le livre de gauche. C'est contre-productif. 1000 pages, c'est trop. Commencez par le petit à droite, il ne coûte que 7 €. Et si après vous avez encore envie d'en savoir plus, il y a tout ce qu'il faut. Et même encore mieux. Et puis, si vous voulez qu'on en parle ensemble, et si vous voulez vraiment avancer dans le Yiking, Joey, c'est l'association que j'ai créée pour l'étude et l'usage du Yiking. Ah oui, ça, je garde ça. Donc, ah oui. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer, me cacher dans un petit coin pour vous montrer des images. Mais si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Et là, je sors de mon trou de souris pour venir vous voir. On dirait que ça vous a laissé pantois. Alors je sais, la première question est toujours difficile à poser, donc je vous propose de passer directement à la seconde. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est pas une question très profonde, c'est juste une confirmation. J'ai lu à quelque part que l'utilisation du système binaire dans les ordinateurs remonte à Leibniz, qui a lui-même retiré ça du Yiking, et je me demandais si c'était vrai ou pas. Ah, c'est ça votre question, Leibniz? Ouais. Bon, la réponse est très simple. Leibniz n'a jamais rencontré le Yiking. Leibniz, comment on dit, correspondait avec un missionnaire jésuite kabbalistique, le père Joachim Bouvet, qui était un drôle de bonhomme. Il avait par exemple calculé le jour du jugement dernier. Et il était arrivé à la conclusion que ça serait un lundi.
Une semaine qui commence mal. Et il avait envoyé à Leibniz, non pas le Yiking, mais, je vous l'ai montré, cet arrangement des 64 hexagrammes en rond et en carré, qui est l'œuvre d'un certain Shaoyong, qui vivait au XIIe siècle et qui est une sorte de Nostradamus chinois. Et quand il a vu ça, Leibniz a dû penser « Oh, les Chinois sont très intelligents, ils pensent comme moi ». Parce qu'il était justement en train de mettre au point le système binaire dont vous avez parlé, qui effectivement fonctionne dans les machines à calculer et dans les ordinateurs. Mais malheureusement, pour appliquer le système binaire de Leibniz au Yiking, il faut utiliser le 1 et le 0. Le courant passe, le courant ne passe pas. Or, le 0 n'existe pas en chinois. L'idéogramme qui signifie 0, Ling, en fait signifie matériellement pluie extrêmement fine, mais il y a quelque chose. Donc l'idée de 0 est absente de l'esprit chinois. Et en plus, pour plaquer le système binaire de Leibniz sur le I Ching, eh bien, il faut donner au Yang le 1 et au Yin le 0, c'est-à-dire enraciner ce mépris du Yin qui est totalement absent du Yiking, où 2 fois plus souvent, on vous propose la stratégie Yin plutôt que la stratégie Yang. Donc, laissons à Leibniz ses succès, mais n'y rentrons pas le Yiking dedans. Mais une question là, non? Non, je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question. Je suis juste là. Je suis technicien engagé par Frisson et c'est un total hasard que je découvre le Yiking, la synchronicité et tout ça. J'y connaissais absolument rien lundi. J'ai une petite question pour vous. Comment est-ce que tout ça a commencé? Comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à tout ça? Comment le Yiking a commencé ou comment... Non, comment vous avez comment moi je me suis intéressé au Yiking? Exactement, ouais. Oh, j'ose à peine vous le raconter. Parce qu'on va croire que c'est du roman. Enfin, je vais quand même vous le dire. Mon premier exemplaire du Yiking m'a été offert en 1974 par une nonne canadienne bouddhiste à Katmandou, Népal. D'ailleurs, à l'époque, on appelait le Yiking le livre des hippies de Katmandou. Donc vous comprenez pourquoi j'ai peine à vous raconter ça. Ça m'a intéressé. J'apprendrai par la suite que c'est la traduction du révérend James Sledge, qui était un missionnaire britannique qui était venu après, à la suite des guerres de l'opium et qui avait traduit les 12 livres classiques de l'histoire de la culture chinoise et qui disait du Yiking « dry as dust », sec comme de la poussière. Mais enfin, que ça m'a quand même intéressé. Et donc, 2 ans après, j'avais lu tous les livres sur la question. Ce qui n'était vraiment pas dur. Il y en avait 2 en français et 4 en anglais. Donc en 2 ans, on pouvait faire le tour. Et là, pour continuer, il n'y avait qu'une seule solution, c'était d'apprendre le chinois. Donc j'ai commencé à apprendre le chinois sous la férule de Kirill Rijik, avec qui je suis resté en contact jusqu'à sa mort il y a 1 an et demi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais puisque tu t'intéresses tant au Yiking, pourquoi tu ne vas pas l'apprendre en Chine ?» Ah, j'ai dit ça, c'est intéressant, oui, je vais lui demander. Et donc, j'ai interrogé le Yiking en lui posant comme question « Allez t'apprendre en Chine ?» Et j'ai eu comme réponse l'hexagramme 4, le jeune fou. Hexagramme dont la signification classique est « Ton projet est cinglé, mais la sagesse est de le suivre ». Donc, j'habitais à Aix à l'époque et l'été, à Aix-en-Provence, il y a une sorte de festival sur le cours Mirabeau.
Et donc je me suis installé dans une encoignure de porte et pour 5 francs, on est en 76, hein, donc ça valait pas grand-chose à l'époque. Enfin, pour 5 francs, je tirais des Yi-King pour les gens, c'est-à-dire que je leur lisais le livre de Richard Wilhelm. Et puis quand j'ai eu assez d'argent, assez fait de ce genre de sottise, j'ai pris un billet aller simple, Paris-Hong Kong. En fait, ce n'était pas uniquement Paris-Hong Kong, parce que j'avais été demandé au Père Lard ce qu'il pensait de mon idée d'aller étudier le Yi-King à Hong Kong. Et il m'avait dit non, c'est une ville bruyante, allez donc à Taipei. Et donc, en fait, j'ai repris un deuxième avion de Hong Kong à Taipei. Et là, j'ai eu 2 grandes chances dans ma vie, enfin, dans ma vie à Taipei. La première, c'est j'arrive à Taipei au début du mois de décembre. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et un jour, j'avais acheté des cartes de vœux où Snoopy disait des choses en chinois. Mais à l'époque, je ne savais pas trop bien lire le chinois. Puis à Taipei, ils écrivent avec les caractères anciens. Et puis un jour, j'étais là avec mes cartes et je vois arriver une vingtaine de jeunes Chinois. Et puis quelques minutes après, arrive une femme chinoise d'une quarantaine d'années et ils se mettent tous à parler français. C'était leur prof de français qui revenait à Taipei et, pour des vacances, et donc elle avait réuni ses anciens élèves, etc. etc. J'ai dit, alors ça, être au milieu d'une quarantaine de Chinois qui parlent français, si je ne saisis pas cette occasion, c'est que j'ai rien compris au truc. Donc j'attrape un des Chinois et je lui dis excusez-moi, j'envoie des cartes de vœux de Snoopy, vous pouvez me dire ce que dit Snoopy? Il me dit oui, il me dit bonne année, bonne santé, bon d'accord. Et il me dit qu'est-ce que vous êtes venu faire à Taïwan? Je dis je suis venu apprendre le Yi-King. Ah bon, et vous avez un endroit où habiter? Ah non. Ah ben justement, j'ai un ami qui cherche un colocataire. Ah bon. Et quel est le nom de famille de cet ami? Yi. Le Yi de Yi Jing, qui est un nom de famille fort peu répandu en Chine. Et donc, ça a marché. Et donc, je suis devenu colocataire avec 2 autres Chinois d'un appartement dans la banlieue de Taipei. Et puis, vers le mois de février, il y a eu le petit frère qui est arrivé parce qu'il fallait que le grand frère l'aide à préparer son bac. Et puis le père a dit « Oh là là, 4 garçons, dont un étranger, ça doit sacrément sentir la chaussette là-bas. » Donc il a envoyé la sœur aînée. Et à la différence des autres, la sœur aînée, elle ne parlait ni français ni anglais. Et donc là, ça a été très intéressant parce que j'ai appris comment on gère une maison chinoise, comment on fait les courses, par exemple, comment, pour un plat chinois, on compte 12 à 25 grammes de viande par personne, c'est tout. La viande, c'est fait pour donner du goût aux légumes, etc., etc. Et bon, puis après, je suis rentré en France. Et non, j'ai oublié la deuxième chose de ma vie, c'est que j'étais reçu par le père Lefebvre, qui était un jésuite exfiltré de Chine en 1953. Et donc, il fallait qu'il trouve un domaine d'études. Il avait vu que la poésie s'était pris, l'histoire s'était pris, la chimie s'était pris, etc. Donc, il est devenu un des 5 spécialistes mondiaux des carapaces de tortue, c'est-à-dire ces opérations divinatoires où sont nés les idéogrammes chinois. Et il me recevait 15 jours, tous les 15 jours, et je sortais de son bureau, qui était un empilement de livres, de frottis, extraordinaire, mais nettement moins bête que je n'étais entré. Et puis après, je suis rentré en France, et puis quand 1 ou 2 ans plus tard, quelqu'un me dit est-ce que ça te plairait d'accompagner des voyages en Chine? J'ai réfléchi 10 secondes, et je dis oui. Et donc, j'ai accompagné mon premier voyage en Chine en 1984 et mon 69e voyage juste avant le Covid. Donc voilà, et entre-temps, j'avais créé l'association pour l'étude et l'usage du Yi-Jing, dont il y a au moins un membre à jour de ses cotisations parmi cette noble assistance. Merci Cyril pour le Festival Hasard, merci beaucoup. Merci pour nous doucher de ces
information incroyable. Je prends la parole pour vous dire, déjà pour vous remercier d'être là, et puis pour vous dire qu'on a une performance après, inspirée d'un événement de la vie de Kokoschka par une compagnie tessinoise. Et je vous invite à rester. Il y a des petites choses à manger si vous avez envie de nous accompagner toute la soirée. Et puis, je vous invite aussi, voilà, on a décidé que les conférences étaient gratuites pour le Festival Hasard parce que les informations doivent voyager le plus possible sans obstacle. Mais si vous avez envie de nous soutenir, de devenir membre de la future association du Festival Hasard, vous avez la possibilité. Il y a les informations au coin info à l'entrée. Il y a aussi un chapeau si vous avez envie de nous donner un petit soutien, vu que d'ailleurs les institutions publiques culturelles, malheureusement, ne nous ont pas soutenus cette fois. Probablement dans le futur qui revient en arrière, ce sera différent et ce l'est déjà. Donc merci infiniment pour votre présence précieuse et bonne soirée.